Bonjour, je prends aujourd'hui donc les questions que j'ai reçues de la part de nos abonnés premium et auxquelles je réponds de manière détaillée dans ce podcast. Il y en a une qui est particulièrement intéressante d'Aurélien. Donc Aurélien a l'air assez jeune, comme ça. Il me demande est-ce que ça vaut le coup d'acquérir sa résidence principale. En plus, il expose bien son raisonnement. C'est-à-dire, il dit tout le monde me dit qu'il faut acquérir la résidence principale. Même Peter Lynch dans Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse, suggère d'acquérir sa résidence principale avant de se mettre à investir en bourse en actions. Donc, sa question est légitime parce que lui, en fait, intuitivement, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Alors, moi, j'ai envie de dire, de toute façon, comme on l'a vu dans un podcast précédent sur les biais du cerveau humain, vous pouvez être sûr que si la majorité vous dit qu'il faut faire quelque chose, ici, acquérir sa résidence principale, c'est absolument faux. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, pourquoi c'est faux? On peut quand même se poser la question. Déjà, bah, quand vous acquérez une résidence principale, il faut être sûr que c'est une bonne acquisition que vous faites. Et dans l'environnement où on vit actuellement, avec les prix de l'immobilier que nous avons actuellement, en fait, il est loin d'être sûr que vous fassiez une bonne affaire en achetant un bien immobilier résidentiel quelconque au prix de marché, quoi. Donc c'est loin d'être évident que vous ferez une bonne affaire et que la résidence principale soit une valeur sûre. Alors à l'époque où Peter Lynch donnait ce conseil, évidemment les prix de l'immobilier aux USA n'étaient pas aussi élevés qu'ils le sont aujourd'hui. Euh, et ce constat se rapporte également à la France, hein. Donc, c'est plus du tout les mêmes prix immobiliers, c'est plus du tout le même environnement. Je pense qu'on aurait dit à Peter Lynch que les appartements allaient coûter aussi cher. Peut-être qu'il aurait rigolé à l'époque. Donc voilà, il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque où il donne ce conseil. Ensuite, il y a quand même des gens intelligents qui n'ont pas acheté leur résidence principale. Alors, je vais pas me prétendre intelligent, moi. Évidemment, j'ai toujours pas de résidence principale et j'en aurai pas sans doute, quoi. Moi, si j'achète un bien immobilier, c'est pour me faire du fric dessus, pas pour vivre dedans. J'ai pas envie de vivre dans une prison. Mais voilà, moi, on va dire que je suis pas intelligent. On va prendre quelqu'un de vraiment intelligent. On va prendre Warren Buffett. Warren Buffett, financièrement, tout le monde sait qu'il est intelligent. Warren Buffett, déjà, comme le rappelle Aurélien Durest, pendant 20 ans, il n'avait pas acquis sa résidence principale et il économisait à fond sur ses frais de logement pour pouvoir s'enrichir. Donc, si Warren Buffett faisait ça, c'est peut-être qu'il y avait une bonne raison. En plus, Warren Buffett insiste et persiste et signe, si je puis dire, quand il parle de sa plus grosse erreur d'investissement. Il dit quoi? Il dit l'achat de ma résidence principale. Alors, il l'a acheté super pas cher. Il a fait un bon rendement sur son investissement dans la résidence principale. Simplement, si au lieu de faire ça, il avait acquis des actions dans les compagnies qu'il a acquises derrière, hein, ça peut être évidemment le Washington Post, ça pourrait être la Geico, ça pourrait être Coca-Cola. Au moment où il a acquis ces actions-là, il aurait fait de bien meilleurs rendements sur son investissement et l'acquisition de sa résidence principale a évidemment pesé sur sa fortune. C'est-à-dire s'il avait investi dans des actions au lieu d'investir dans sa maison, il serait beaucoup plus riche aujourd'hui. C'est évident pour lui et comme lui il sait compter, vous pouvez lui faire confiance. Donc si quelqu'un comme Warren Buffett ne conseille pas l'achat d'une résidence principale, on peut quand même se poser la question quand on voit des prix élevés aujourd'hui. Moi, en plus, franchement, j'insiste, c'est un truc qui est arrivé dans ma famille, donc c'est un enseignement de l'histoire, hein, mais voilà, moi, dans ma famille, j'ai eu des gens qui avaient des terrains, des maisons en Russie, bon, des petits terrains, des petites maisons, hein, avant qu'il y ait la révolution soviétique, il y en avait juste un qui n'avait pas de terrain et pas de maison, qui était à lui en tout cas.
C'est le seul qui a survécu, hein. Donc, il a survécu parce que lui, il a pas eu de problème à partir, en fait, lorsque les bolcheviks sont arrivés au pouvoir. Il n'a pas eu de problème pour quitter le pays et aller au Kazakhstan, en fait, tout simplement. Lui, il a pu survivre. Les autres, ils sont tous fait zigouiller par les révolutionnaires, saisis de leurs biens. Tous les membres de leur famille ont été assassinés. Donc, si jamais un jour il faut partir, c'est un peu compliqué d'avoir des attaches et ça peut causer quelques problèmes. Bon, bien sûr, c'est censé être de l'histoire ancienne, on est censé avoir évolué, mais parfois quand on voit comment nos politiques nous traitent, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y aura pas une révolution? Et quand il y a des révolutions, il y a sans doute des mouvements violents à prévoir, des choses comme ça. Donc, faut toujours faire attention à ça et savoir que ce genre de choses peut arriver. Ça n'arrive pas que dans les autres pays, que aux autres époques. Voilà, il y a plein de pays qui sont en guerre hein, dans le monde. Heureusement, en France, c'est pas le cas, en tout cas, pas encore. Et j'espère que ça sera jamais le cas, hein. Rassurez-vous, j'espère que ça sera jamais le cas. C'est pas du tout ce que je souhaite. Je souhaite simplement vous dire que créer un attachement à une terre, à une résidence, peut créer beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, il y a très peu de gens qui ont le courage d'abandonner tout ce qu'ils ont lorsqu'ils ont quelque chose. Alors que lorsque vous avez rien en actif immobilier, en fait, c'est beaucoup plus facile de partir et vous hésitez beaucoup moins. Donc ça vous crée un fardeau léger, comme disait Jésus-Christ, quoi. Mon fardeau est léger, donc je vais où je veux, quoi. Donc c'est peut-être quelque chose à considérer, sachant que Jésus-Christ lui-même n'était pas non plus un idiot, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà. Donc ensuite, il y a une autre question euh, de Olivier cette fois. Donc Olivier me pose une question un peu particulière. C'est pour les résidents fiscaux étrangers. Est-ce que il est quand même pertinent de faire les investissements que nous recommandons, notamment dans la formation Artema, l'investisseur français, l'investissement ultime? Alors c'est sans doute une bonne question. Il est difficile d'y répondre dans la mesure où voilà, Olivier, son argument qui sous-tend son raisonnement, c'est que les banques ont du mal à prêter en général aux non-résidents, sauf si elles peuvent hypothéquer des biens ou avoir des garanties en contrepartie de leurs prêts. Alors ça, évidemment, c'est ce qu'elles vont toutes dire par défaut, hein. C'est-à-dire, moi, par défaut, quand je viens voir quelqu'un dans une banque, euh, le mec, il commence à me sortir toutes les exigences de la banque, même si je suis résident français, moi, c'est toujours euh, un peu, ils y vont à reculons hein, quand il y a quelqu'un qui vient les voir, parce que eux, ils sont habitués à dicter les conditions du deal. Sauf que là, en fait, moi, je suis pas d'accord avec ça, en fait. Donc, moi, je considère que si on peut avoir une bonne relation avec un banquier, c'est un banquier qui est là pour rendre service à ses clients. Donc déjà, il faut trouver un banquier qui est là pour rendre service à ses clients, pas un banquier qui est là pour vous prendre la tête et vous expliquer la vie. Surtout que le mec, bon, s'il est encore dans une banque à son âge, généralement, c'est qu'il n'a rien compris, donc il n'a rien à vous expliquer déjà. Donc c'est vous qui devez lui expliquer. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand vous expliquez, il faut expliquer clairement. C'est-à-dire, les mecs ils sont pas très fut-fut en général. Il faut leur expliquer que de toute façon, s'il y a un problème, en réalité, lui, il risque rien. Je veux dire, un portefeuille de mauvais prêts dans une banque, ça existe. Lui, de toute façon, il touche ses coms à la vente et vous, vous allez lui rapporter plein de coms. Et en plus, vous lui laissez la liberté de se faire plus de coms parce que vous lui offrez des conditions de deal beaucoup plus intéressantes que tous les clients qu'il a. Donc, le type ou la dame hein, va être content de travailler avec vous parce qu'il va pouvoir se faire que des primes, hein. Donc, voilà, vous l'incentivez un peu, vous jouez effectivement au jeu de la corruption, hein, si je puis dire. Mais c'est-à-dire, vous faites pas de pot de vin, c'est pas la peine. C'est juste le mec ou la nana touche des primes en travaillant avec vous. Donc, vous lui mettez les bons incentives pour qu'il ait envie de travailler avec vous, indépendamment de là où vous habitez. Et par exemple,
On a fait un petit peu de deal leveragé quand j'étais moi résident en Allemagne, donc non résident français, et on avait réussi à obtenir du financement, voilà, auprès d'un directeur d'agence. Donc, c'est quelque chose qui est faisable. Je sais que les banquiers ils vont à reculons, qu'ils demandent des garanties, etc. Mais en fait, faut insister. Des fois, il faut juste expliquer. Non, mais ta garantie, ce sont mes titres. Et c'est tout, quoi. Et soit tu as confiance dans mon business plan et tu te dis que mes titres sont une bonne garantie, soit je travaille pas avec toi et je trouve un autre connard qui va prendre des commissions. Enfin, voilà, vous expliquez les choses. Voilà, donc le mec, soit il prend des commissions avec vous et il prend des bonnes commissions avec vous, soit vous allez en trouver un autre. C'est-à-dire, faut pas se laisser faire. Les arguments d'un banquier ne peuvent pas être des arguments. Les mecs, je sais pas pour qui ils se prennent, mais ils sont pas du tout les rois du monde. À la base, ils sont là pour vous rendre service, pour vous accompagner dans votre projet et vous trouver des solutions pour que vous puissiez réussir votre projet. C'est à ça que ça sert un banquier. Ça sert pas à vous expliquer la vie. Les mecs, s'ils savaient comment faire du business, ils seraient en train de faire du business. Ils seraient pas en train de vous financer. Donc voilà, il faut remettre les points sur les i. Faut bien sûr leur expliquer votre business plan. Faut pas mentir là-dessus. Voilà, vous leur faites comprendre vous leur faites bien comprendre que vous êtes bien déterminé à exécuter ce business plan, que vous n'êtes pas là pour faire du tourisme, que voilà, si vous prêtez sur 10 ans ou sur 7 ans, j'en sais rien, c'est ce que vous pouvez négocier là, ça ne dépend pas de moi. Moi, c'est du 7-10 ans généralement mes deals que je négocie sur les actions. Bah, là, vous lui dites, voilà, dans 7-10 ans, t'as bien ton pognon, etc., il n'y a pas de problème. Euh, et vous mettez bien en collatéral vos titres, hein, donc vous mettez même votre société avec si vous voulez, c'est-à-dire là vous pouvez collatéraliser tant que vous, par contre, vos biens personnels ne sont pas saisissables. Ça, c'est la seule condition, c'est-à-dire peut-être vous n'êtes même pas obligé de créer une société. Il y a des gens qui arrivent à faire ça même avec des banques françaises bousies, ils arrivent à avoir des choses qui passent en prêt à la consommation. Et en fait, ils font de la bourse avec cet argent euh, et tout ça sans que la banque puisse saisir les biens personnels de la personne. On peut même négocier ça, hein. Alors bien sûr, tout le monde n'acceptera pas, ne vous leurrez pas, évidemment, il y a que des peureux autour de vous, mais de temps en temps, il y a quand même des gens qui sont là pour faire du business, qui sont là pour gagner des commissions dans leur travail de banquier, qui prendront plus de risques, bien sûr. En compensation, le taux d'intérêt que vous paierez sera 2 fois supérieur au marché, mais j'ai envie de dire, vous n'en avez rien à foutre, parce que vous n'êtes pas là pour faire du 2% par an, ni du 3% par an. Vous êtes là pour faire des deals qui sont susceptibles de rapporter plus de 20% par an. Donc, c'est sur ce type de deal-là que vous allez vous positionner. Et voilà, vous allez avoir des arguments pour convaincre votre banquier. Donc, après, bon, j'ai envie de dire, c'est sûr que si vous n'avez pas envie de bosser en cherchant un banquier qui veut travailler avec vous, bah, là, ça sert à rien. Je veux dire, en fait, on n'a rien sans rien, quoi. Faut vraiment bouger les mecs pour qu'ils bougent avec vous, hein, c'est-à-dire spontanément. Il n'y a personne qui vous attend à bras ouverts pour vous dire emprunte-moi à moi autant que tu veux, aux conditions avantageuses actuelles, je te prête tout ce que tu veux, fais ce que tu veux, deviens riche, j'ai envie de t'accompagner. Bon, normalement d'ailleurs, c'est peut-être le métier d'une banque, mais une banque ne fait pas ça. Voilà, une banque, c'est plutôt là pour vous expliquer la vie en moyenne. Heureusement, il y a des bons banquiers et on arrive à travailler avec eux. Puis, si vous êtes vraiment bon dans ce que vous faites, en fait, ils sont très contents de travailler avec vous parce que, en fait, vous remboursez beaucoup mieux que le client moyen, hein, en fait. C'est ça qui est un peu paradoxal. C'est-à-dire, vous êtes pricé comme un client risqué. Moi, c'est mon cas, hein. J'ai toujours été pricé comme un client au moins 2 fois plus risqué que la moyenne, mais j'ai toujours remboursé mieux que la moyenne, toujours en avance, très significativement. Voilà. Quand je promettais de rembourser sur 7 ans, le max que j'ai
tenu le prêt, c'était 9 mois, hein. Donc quand le mec, voilà, il voit qu'en 9 mois, vous avez remboursé alors que vous aviez 17 ans et que vous avez vraiment fait votre rendement, là, il a envie de continuer à travailler avec vous, tout simplement. Donc vous avez automatiquement au moins une contrepartie qui veut travailler avec vous. Vous en trouvez plusieurs, c'est mieux. Voilà, si chacun vous lâche des 200 000 euros par agence, c'est ça. Vous pouvez très bien syndiquer les prêts, avoir plusieurs prêts en même temps, démultiplier les entités si nécessaire. Bon, c'est pas forcément nécessaire puisque une société peut très bien avoir deux banques. Voilà. Moi, j'en ai deux, donc c'est pas gênant. Voilà, donc sachez que c'est possible. Bien sûr, c'est du travail, mais c'est un travail normal, quoi. C'est un travail bien rémunéré en plus, contrairement à la plupart des travaux qu'on fait. Alors ensuite, j'ai une troisième question, quelqu'un qui me dit en commentaire d'une vidéo sur la formation de l'investissement ultime, pourquoi vous parlez des fonctionnaires? Vous savez bien que les fonctionnaires n'ont pas le droit de créer de société. Déjà, non, moi je ne le sais pas vraiment, c'est-à-dire il y a bien une loi qui dit ce genre de choses, mais attention, il faut distinguer là aussi. Si le fonctionnaire n'est pas dirigeant de boîte, il a le droit d'être au capital de la société. Euh, En plus, le fonctionnaire n'est pas obligé de se mouiller lui tout seul. Il y a des dérogations qui sont possibles. Il y a plein de choses qu'on peut regarder quand on est fonctionnaire. Là aussi, il ne faut pas s'admettre vaincu parce qu'on est fonctionnaire. Je veux dire, c'est pas parce que vous êtes fonctionnaire que vous êtes forcément mauvais, quoi. Enfin, non, voilà. Il y a effectivement des lois pour vous restreindre votre liberté de mouvement. Euh, ces lois existent que vous soyez fonctionnaire ou non, et quand vous êtes fonctionnaire, il y en a quelques-unes en plus. Cela est vrai, je suis parfaitement d'accord avec ce qui est dit dans ce commentaire. Maintenant, euh, la question c'est est-ce que vous acceptez cet état de fait? Vous n'êtes pas obligé d'accepter, je veux dire, vous avez le droit d'avoir une femme qui n'est pas fonctionnaire, par exemple, et vous faites bosser votre femme dans le projet, en co-invest avec elle, ou alors vous dites que c'est elle qui investit, enfin vous trouvez une solution, par exemple, ça peut être une femme, ça peut être des amis, ça peut être euh, d'autres choses, j'en sais rien, mais en fait, vous pouvez très bien trouver des solutions. Euh, Déjà, si vous voulez monter des holdings en tant que fonctionnaire, c'est possible. Et en plus, vous pouvez vous-même obtenir des dérogations si vous faites ce travail à titre accessoire. Donc, la plupart du temps, quand vous faites un travail à titre accessoire, on vous donnera une dérogation. Voilà, il y a des fonctionnaires qui se mettent même en disponibilité pour pouvoir tester ce genre de deal pendant 2 ans. Et voilà, au bout de 2 ans, si les mecs ils ont du résultat, ils changent de taf en fait, hein, tout simplement parce qu'ils se rendent compte que rester fonctionnaire versus les résultats qu'ils ont, bah, le choix est vite fait en fait. C'est-à-dire, dans un cas, on arrive très rapidement à être à la retraite et rentier, et dans l'autre cas, il faut travailler toute une vie. Donc voilà, c'est des choix de vie. Il y a des gens qui sortent de la fonction publique qui font ce qu'il y a à faire quand ça les intéresse. Je veux dire, il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi, qui sont fonctionnaires et qui s'en sont sortis, qui sont allés faire autre chose. Euh, un des exemples peut-être que vous connaissez pour les plus anciens membres, c'est Étienne, hein, il était fonctionnaire, et maintenant il est investisseur, hein, Étienne, et il travaille chez Amiral Gestion, il est analyste gérant. Il est très bon, hein, il gagne beaucoup plus que quand il était fonctionnaire, donc c'est super, il est très heureux. Donc on n'est pas obligé de rester fonctionnaire toute sa vie, voilà, même quand on commence comme Étienne à un niveau très modeste, on peut s'en sortir et arriver à s'épanouir dans la vie, dans autre chose que la fonction publique, mais on n'est pas obligé non plus de quitter la fonction publique, hein. Il y a toutes les options qui sont ouvertes. Vous pouvez vous associer avec d'autres gens, vous pouvez demander une dérogation pour être associé au capital de structure, mais sans occuper de fonction opérationnelle dans la structure, ce qui ne vous empêche pas, bien sûr, de conseiller votre femme, entre guillemets, par exemple, pour reprendre l'exemple d'avant. Donc, en fait, on peut être malin en étant fonctionnaire, hein, c'est pas interdit. En plus de ça, tous les montages qu'on suggère ne sont pas nécessairement des montages de société.
peut aussi collatéraliser des prêts, par exemple avec des titres, sans créer de société, si le banquier est d'accord. Donc encore une fois, ça travaille de conviction sur le banquier, et ça, que vous soyez fonctionnaire ou pas fonctionnaire, ça ne change rien. Donc voilà, c'est le même travail à faire au niveau de la banque, que vous soyez fonctionnaire ou non. Et ensuite, effectivement, bon, sur les montages juridiques, il peut y avoir des différences selon que vous soyez fonctionnaire ou pas. Voilà, il peut y avoir des subtilités, il peut y avoir des personnes supplémentaires à impliquer, il peut y avoir des dérogations à demander à son chef, des choses comme ça. Mais vous n'êtes pas dispensé de connaître les bons outils pour investir et pour vous enrichir si vous êtes fonctionnaire, hein. Voilà, et après, en fait, vous pesez vos options. Voilà, et en plus, en tout cas chez nous, on ne prend pas très cher pour vous donner toutes les options d'investissement possibles pour prendre votre décision en toute connaissance de cause, quoi. Voilà. Donc je pense avoir répondu à l'ensemble des questions de la journée. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.